Bonjour, nous sommes le 4 mai 2026. Nous souhaitons bonne fête à tous les Sylvains. Il y en a. Et nous allons essayer de terminer aujourd'hui notre série de conférences sur la Seconde République. Nous avions commencé il y a quelque temps sur l'Italie, que je vais d'abord terminer maintenant. Et ensuite, nous reprendrons l'histoire en 1848 avec le retour sur Louis-Napoléon Bonaparte. Cette histoire de l'Italie, au XVIe siècle, nous avions vu que Charles Quint, en faveur de son frère Ferdinand Ier, qui a donc hérité de la couronne du Saint-Empire germanique, et de son fils Philippe II, que vous voyez à l'écran, qui a hérité de la couronne d'Espagne, de la couronne également du royaume de Naples et de tout l'empire américain de l'Espagne. C'était pour qu'une même couronne européenne ne réunisse pas protestants et catholiques à l'issue des guerres de religion. Charles Quint s'était rendu compte que c'était pas possible. Donc son rêve d'unité chrétienne s'est arrêté. Il a abdiqué et partagé la couronne dans l'espoir de mettre un terme aux guerres de religion. Il est arrivé provisoirement, ça a quand même pas mal marché grâce à la paix d'Augsbourg de 1555. Ça, on l'avait vu la dernière fois. Nous allons nous intéresser maintenant à l'Italie, pays de domination espagnole. Bon, ce Philippe II, vous avez les dates ici, c'est la naissance, le règne et la mort. Il incarne la monarchie absolue de droit divin, c'est un fervent catholique. On peut tout à fait le comparer en termes de type de monarque à Louis XIV. Il ne partage pas le pouvoir. Il nomme pratiquement en Italie, donc c'est les Habsbourg d'Espagne, qui nomment en Italie des rois qui sont des vice-rois, qui vont représenter le pouvoir espagnol, Milan, Naples, la Sicile, la Sardaigne, la Toscane. Quant aux États pontificaux, ils restent autonomes, mais demeurent bien entendu sous l'influence espagnole. On peut dire que l'Italie a gagné en sécurité ce qu'elle a perdu en liberté, puisqu'elle va quand même échapper aux guerres de religion qui ont quand même ensanglanté l'Allemagne, la France, qui ont failli même perturber aussi l'Angleterre, ça on va le voir tout à l'heure, et l'Italie n'a pas été touchée par les guerres de religion. Est-ce un bien qu'il faut inscrire au profit de Philippe II? Peut-être. Voilà pour la présentation de ce roi. Alors je voulais ensuite attirer votre attention sur ce que j'ai appelé, d'une manière un peu pompeuse, les mutations, je vais reprendre mon petit stylo, les mutations géostratégiques en Europe. C'est un peu ronflant comme style, mais tout de même, il s'est passé entre le 16e, le 17e et le 18e siècle des choses intéressantes en termes de domination d'une nation en particulier. D'abord, au XVIe siècle, c'est l'Espagne avec le siècle d'or, le siglo d'oro, qui domine l'Europe. C'est l'héritage de Charles Quint, bien sûr. Euh, L'Espagne va rentrer en guerre, on va le voir tout à l'heure, contre l'Angleterre et à la suite d'une sévère défaite navale, elle va perdre son leadership et sa puissance politique va décroître au profit de l'Angleterre qui va devenir la grande puissance maritime du XVIIIe siècle qu'on a ensuite connu avec, et même du XIXe avec Napoléon, etc. Et entre les deux, entre le XVIe et le XVIIe, eh bien, c'est la France, avec le siècle de Louis XIV, qui domine militairement l'Europe. Louis XIV a fait beaucoup de guerres, mais la France s'est imposée comme puissance militaire. C'est intéressant de voir cette évolution, on va le voir très rapidement, hein, parce que ce n'est pas le cœur de notre sujet. Et puis, au terme de l'affaiblissement de l'Espagne, qui est donc la partie espagnole des Habsbourg, c'est la partie autrichienne des Habsbourg qui finalement va dominer l'Italie. Et c'est pourquoi nous parlerons en 1848 de la présence autrichienne en Italie. L'origine, et dans ce qu'on va voir maintenant, c'est la partie des Habsbourg d'Autriche qui va, par chance un peu, finalement, hériter de l'Italie comme pays d'influence politique. Comment l'Espagne perd-elle sa prépondérance politique? D'abord, il faut faire une différence au niveau de l'Espagne entre le rayonnement
culturel, avec le fameux siglo d'oro, et le rayonnement politique. Le siglo d'oro, c'est-à-dire l'Espagne avec le siglo d'oro, je dirais, succède à l'Italie qui a eu la Renaissance, la magnificence de la Renaissance italienne. Ensuite, c'est le siècle d'or espagnol, et ça va se prolonger pour l'Espagne jusqu'en 1680 à peu près, parce que, alors pourquoi cette date? Un grand dramaturge espagnol, dont j'ai oublié le nom, c'est Calderón de la Casa, un nom comme ça, qui était un grand dramaturge qui a écrit. C'est un peu l'équivalent de Molière. Molière, c'était plutôt de la comédie. Lui, c'est plutôt un drame. Donc, de nos auteurs classiques, hein, Molière, Racine, Corneille, pour l'Espagne, qui s'éteint en 1681. Et on a, par convention, pris cette date-là comme fin du siècle d'or espagnol. Mais la domination militaire et politique de l'Espagne s'arrête beaucoup plus tôt, presque un siècle plus tôt. On va arriver à l'année 1587 et 1588 ici, où on va voir que là, l'Espagne perd le leadership en termes de puissance militaire. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, c'est un conflit avec l'Angleterre. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais Philippe II était marié avec une princesse Tudor anglaise qui était une fervente catholique, et Philippe II a eu l'intention de convertir, de s'occuper un peu des affaires religieuses espagnoles, anglaises, pardon, et donc de convertir un peu l'Angleterre au catholicisme. Or, la reine, la grande reine qui a succédé à Marie Tudor, c'était Élisabeth Ier, je ne sais pas où j'ai marqué son nom. Élisabeth Ier, elle était une fervente catholique et puis une femme de trempe, de caractère. Elle a tout à fait refusé cette, comment dire, influence que Philippe II entendait porter sur l'Angleterre. Et il y a eu une véritable hostilité entre les deux souverains, à telle enseigne que le capitaine Francis Drake, alors je ne sais pas si vous vous souvenez du capitaine Drake, moi je me souviens bien parce que vous voyez ce feuilleton là avec Terence Morgan, un très très bel acteur anglais, je crois. Hein. C'est un feuilleton qui a été en Angleterre fait en 1961 et qui est passé en France en 64. Et moi j'avais 8 ans en 64. Donc je m'en souviens bien, on écoutait le capitaine Drake avec ses galions qui cinglaient dans les mers. Là, c'était même en noir et blanc à l'époque, hein, je crois. Donc voilà. Enfin moi j'adorais ce feuilleton. Et alors ce capitaine Drake qui est un aventurier, un corsaire et puis aussi souvent un pirate, il faut le dire, a décidé d'œuvrer en faveur d'Élisabeth Ier. Et en 87, il a attaqué à Cadix la flotte espagnole qui était au mouillage et il a détruit une trentaine de navires espagnols, voilà, comme ça, sans déclaration de guerre. Extrêmement vexé par cette mésaventure, Philippe II a décidé de châtier l'Angleterre. Il a donc affrété une énorme flotte qu'on a appelée, mais par la suite, et par dérision, l'invincible Armada, mais au départ, elle ne s'appelait pas comme ça. En fait, c'est quand elle a été vaincue qu'on l'a appelée, c'est pour ça qu'on l'a appelée par dérision l'invincible Armada. Il a décidé carrément d'envahir l'Angleterre. C'est-à-dire qu'il est parti avec 130 navires d'Espagne pour battre la flotte anglaise et pour, à l'époque, les Anglais n'étaient pas aussi craints qu'au XVIIIe siècle au niveau naval. Hein, voilà. Ça s'est révélé à cette occasion, leur supériorité navale, et pour occuper l'Angleterre. Ce qui fait que les galions espagnols n'ont pas été équipés pour une bataille navale, mais pour un siège et pour une invasion terrestre. Ils s'étaient donc lourdement chargés en vue de ça, d'une taille de logistique, et notamment de canons, et les canons, c'est très lourd. Ce qui fait que les Anglais, quand la flotte anglaise est venue s'opposer dans la Manche à cette énorme flotte qui arrivait sur l'Angleterre, les navires anglais rapides, agiles, se sont bien mieux débrouillés dans le combat naval que les navires espagnols qui étaient trop lourds, et l'artillerie anglaise a fait des miracles puisque la flotte espagnole a été vaincue. Mais alors, ce combat-là s'est passé, je vais enlever mes petits... C'est passé au large de Gravelines, pour ceux qui connaissent un peu cette région. C'est un port français qui est entre Calais et Dunkerque, vraiment au nord de la France, et qui regarde l'Angleterre. C'est le nord de la Manche, Gravelines. Après, au-dessus, c'est la mer du Nord. Donc, la bataille navale entre l'Espagne, l'énorme flotte espagnole, et la flotte anglaise
se déroule le 8 août 1588 à Gravelines et les Espagnols sont vaincus. Et non seulement ils sont vaincus, mais ils ne peuvent pas faire demi-tour parce que d'une part, pour revenir en Espagne, les vents sont contraires et les poussent vers le nord. Et alors la Manche c'est un couloir, donc c'est compliqué de tirer des bords dans la Manche. Hein, voilà, il fallait aller dans le sens du vent. Et en plus, les Anglais les bloquent au sud parce que les Anglais savent que les Espagnols vont être obligés de contourner les îles britanniques pour revenir chez eux. Et de fait, la flotte espagnole monte le long de l'Écosse, tourne au large de l'Écosse, revient par la côte atlantique ouest de l'Écosse et de l'Irlande, et là, d'énormes tempêtes, des tempêtes d'été, on est au mois d'août, projettent les navires espagnols contre les récifs. Et c'est une véritable catastrophe navale, ce qui fait que la moitié des bateaux espagnols sont détruits. Sur 130 navires, une soixantaine reviennent en Espagne. L'équipage a perdu des milliers d'hommes qui ont été décimés par la maladie, etc., la faim. Et ça a été le grand échec de la puissance espagnole qui date de cette bataille navale de Gravelines en 1588. C'est à partir de là qu'on a appelé cette flotte l'Invincible Armada, mais elle était déjà vaincue quand on a trouvé ce. C'était donc plus un sobriquet qu'un surnom, quoi. Voilà déjà une première étape importante qui explique la fin de la domination militaire espagnole. Ensuite, le siècle suivant, arrive la fameuse guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, c'est très compliqué à expliquer. Au départ, c'est une guerre religieuse interne entre princes allemands du Saint-Empire romain germanique et d'autres princes, princes allemands et protestants contre d'autres princes catholiques, parce que le fils de Ferdinand Ier, qui est Ferdinand II, donc petit-fils de Charles Quint, est un fervent catholique. Il remet en question, je dirais d'une manière un peu bête, la fameuse paix d'Augsbourg de son grand-père Charles Quint, qui en 1555 avait mis fin aux guerres de religion. Ça crée un conflit important au sein du Saint-Empire romain germanique entre catholiques et protestants. Bon, mais vous me direz, mais qu'est-ce que la France venait faire au milieu? Mais la France, à l'époque, c'est la France de Richelieu, grand homme d'État Richelieu, hein, qu'il faut quand même, on n'a pas l'occasion de l'étudier parce que c'est la période avant celle qui nous intéresse, mais c'est quand même un grand homme d'État. Richelieu, à ce moment-là, fait passer, alors là, il était vraiment en avance sur son temps, il a fait passer la raison d'État avant la raison religieuse. Richelieu est un catholique qui, théoriquement, aurait dû soutenir le pouvoir catholique de Ferdinand II. Mais comme la domination des Habsbourg d'Autriche l'inquiète, il préfère par raison d'État soutenir les princes allemands, ce qui fait que la France rentre en guerre, participe à la guerre de 30 ans contre les catholiques. Ce qui était à l'époque pas logique au sortir des guerres de religion. Hein, voilà. Bon. Mais bon, c'est le choix de Richelieu. Et finalement, alors, l'Espagne, parce que là, c'était contre les Habsbourg d'Autriche. L'Espagne, les Habsbourg d'Espagne choisissent également de rentrer en guerre pour défendre, eux, l'intérêt catholique de Ferdinand II, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et cette Espagne va s'épuiser dans le conflit. Elle va être battue par les Français. Alors, à l'époque, c'est le début du siècle de Louis XIV, hein, et les Français, du règne de Louis XIV, les Français ont alors de grands chefs de guerre, le Grand Condé, dont vous avez entendu parler, qui va devenir le chef de la Ligue ensuite entre Mazarin, et Turenne, hein, le fameux grand capitaine de guerre, Turenne également. Et ces deux chefs de guerre arrivent à vaincre à deux reprises les Espagnols, à la bataille de Rocroi, donc dans les Ardennes en 43, et plus tard à la bataille de Dune. Donc les Espagnols sont défaits, ils sont perdants. Louis XIV accepte, Louis XIV propose évidemment une abdication, c'est le traité des Pyrénées. Par le traité des Pyrénées, l'Espagne va céder à la France le sud, c'est-à-dire le Roussillon, et le nord, l'Artois. L'Espagne, oui, va céder à la France parce que l'Espagne était également souveraine en Flandre, à l'actuelle Belgique. Hein. Alors là, c'est plus Philippe II, attention, que je ne dise pas de bêtises. Je crois même que c'est Philippe IV d'Espagne, c'est le petit-fils. Accepte des concessions territoriales
Et par ce traité, et ça c'est très important, Louis XIV va épouser Marie-Thérèse d'Autriche, qui est une princesse Habsbourg. Et là, Louis XIV se dit qu'il est gagnant parce que c'est une alliance dynastique qui va finalement rapprocher la France de l'Espagne, et c'est plutôt positif pour la France d'avoir une princesse Habsbourg comme reine, reine de France. C'est un traité finalement d'abdication de l'Espagne, mais qui prend l'aspect d'une sorte d'alliance entre la France et l'Espagne, d'une alliance dynastique. Cette guerre de 30 ans va surtout affaiblir l'Espagne, c'est-à-dire la partie espagnole des Habsbourg, et va se faire au profit de la branche autrichienne, parce que finalement les Autrichiens vont retirer les marrons du feu, et c'est l'Espagne qui va être perdante. Et voilà donc la deuxième raison importante pour laquelle l'Espagne perd le leadership militaire en Europe à la moitié du XVIIe siècle. Alors, je vous ai fait ici un petit tableau de synthèse, parce que ça mérite quand même une synthèse, cette mutation, comment dire, de domination géostratégique. Donc, on a bien au départ, alors la chronologie se lit de bas en haut. Hein. On va du XVIe vers le XVIIIe siècle, comme ça. Au départ, on a la Renaissance italienne, je n'y reviens pas, 3 siècles de rayonnement culturel, qui se poursuit avec le siècle d'or espagnol jusqu'en 1681. Mais Philippe II d'Espagne, qui lui meurt en 1598, essuie un énorme échec en 88-87 contre la flotte anglaise. Ici, on est à la fin du XVIe siècle, règne d'Élisabeth Ier, qui, elle, survit un peu, mais de 5 ans seulement à Philippe II. Hein, voilà, elle meurt en 1603. C'est donc une souveraine de la fin du XVIe siècle. L'Espagne également perd contre la France en 1643 et en 1659 la bataille de Rocroi, la bataille de Dunes et signe le traité des Pyrénées. Et là encore, l'Espagne cède contre la France, donc elle perd des deux côtés. Cette victoire navale de l'Angleterre va lui permettre de devenir au siècle suivant la grande puissance coloniale et maritime qui va finalement s'opposer, qui va être le principal ennemi de Napoléon. Ça, on l'a vu en détail. 18e et 19e siècle, grande hégémonie anglaise jusqu'à la Première Guerre mondiale, en quelque sorte. La France de Louis XIV rayonne au XVIIe siècle comme la grande puissance terrestre de l'Europe, et la chute de la branche espagnole des Habsbourg va profiter, après les guerres de 30 ans, à l'Autriche, c'est-à-dire à la branche autrichienne des Habsbourg qui va dominer l'Italie. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, ce tableau de synthèse était important pour avoir à l'esprit les grandes étapes de cette période. Bon, j'approfondis pas, vous aurez le texte et puis après chacun peut approfondir de son côté. Alors, comment l'Autriche peut-elle mettre la main sur l'Italie de cette manière? Eh bien, c'est un concours de circonstances qui a joué en faveur de l'Autriche, mais indirectement. Dans un premier temps, en 1700, donc début XVIIIe siècle, là on est encore sous Louis XIV en France, Louis XIV ne meurt qu'en 1715. Le début XVIIIe, c'est Louis XIV, au fait de sa puissance. Le souverain d'Espagne, Charles II, Habsbourg d'Espagne, meurt sans héritier. Et dans son testament, étonnamment, il propose que Philippe d'Anjou, qui est un descendant bourbon de Louis XIV, petit-fils de Louis XIV, et donc petit-fils de Marie-Thérèse d'Autriche, puisque Louis XIV a épousé une princesse autrichienne, enfin Habsbourg, par le traité des Pyrénées, hein, on l'a vu, on vient de le voir. Donc Philippe d'Anjou est le petit-fils de cette reine-là, et Charles II se dit, puisque ce Philippe d'Anjou ne peut pas devenir roi parce qu'avant lui, il y a d'autres descendants en ligne directe, donc il ne sera pas roi de France, je propose qu'il devienne roi d'Espagne. Et ça confortait l'alliance finalement entre la France et l'Espagne, puisque c'était un Bourbon, mais petit-fils d'une reine Habsbourg, une princesse Habsbourg, qui allait hériter du trône d'Espagne. Il n'y a plus de Pyrénées, c'est à cette occasion. C'est lorsque Philippe d'Anjou a été proposé par Charles II, il a dit, donc plutôt en 1700, hein, il n'y a plus de Pyrénées.
Alors, je me suis un peu attardé sur la logique de la succession. Vous allez voir, c'est rigolo. Je vais peut-être vous l'agrandir un peu. Louis XIV, qui meurt en 1715, donc très tard hein, par rapport à la période où on parle, épouse Marie-Thérèse d'Autriche, princesse Habsbourg, qui elle meurt tôt, 1683, donc ça se passe après sa mort, tout ça. Ils ont un premier fils, donc l'héritier direct du trône de France, qui s'appelle, alors ils s'appellent tous Louis, c'est pour ça, c'est pas facile à retenir, enfin c'est facile à retenir, mais on les confond tous. Louis de France, qu'on a appelé Grand Dauphin, pour donc le différencier de son fils, qui s'appelle aussi Louis de France, duc de Bourgogne, et qu'on appelait Petit Dauphin. Voilà. Donc Grand Dauphin et Petit Dauphin. Mais alors Grand Dauphin, qui était l'héritier en titre, meurt en 1711. Mais ça, Charles II ne pouvait pas le savoir, parce que c'est en 1700 qu'il propose la succession. Donc personne ne savait, quand Charles II prend cette décision, que Grand Dauphin allait mourir en 1711, c'est-à-dire qu'il allait, son père allait lui survivre. Louis XIV, lui, meurt en 1715. Voilà, le papa survit au fils. Petit Dauphin meurt un an plus tard, en 1712. Donc ça complique la situation de la succession. Ce petit Dauphin alors c'est le fils aîné de Louis de France, et il a un petit frère qui s'appelle Philippe d'Anjou, qui est le frère cadet. C'est pourquoi Charles II propose non pas l'aîné, mais le cadet à la succession d'Espagne, parce que ça a évité le conflit même couronne sur la même tête en Espagne et en France. Il ne fallait pas un héritier du trône, il fallait un frère cadet. C'est ce que fait Charles II. Il y a, en ligne directe, parce que de la logique, attention, hein, c'est la loi salique, c'est-à-dire les hommes, plus le droit d'aînesse, c'est-à-dire les aînés sont prioritaires. Or, le fils aîné de Louis de France aurait été prioritaire sur le frère cadet. Mais le fils aîné, c'est Louis de France, duc de Bretagne, le pauvre, il meurt, il naît en 1704, il meurt en 1705. Oui. À partir de là, le successeur logique, qui n'est pas héritier du trône de France, mais ça, évidemment, en 1700, il ne pouvait pas le savoir. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu un facteur chance dans cette affaire. En 1700, en désignant Philippe d'Anjou, déjà, Louis de France n'a pas encore eu son enfant puisqu'il a eu qu'en 1704, donc la question ne se posait pas encore. Philippe d'Anjou paraissait être un héritier qui ne posait pas de problème parce qu'il n'aurait jamais été roi de France. Je reviendrai tout à l'heure sur Louis XV. Sur ces entrefaits, les Habsbourg, en 1700, d'Autriche, qui apprennent qu'un Bourbon serait successeur de la couronne d'Espagne, disent qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont, eux, un descendant qui s'appelle Charles de Habsbourg, qui n'est pas encore empereur du Saint-Empire romain germanique parce qu'il a quelqu'un avant lui, c'est comme le même cas qu'en France, et ils disent que c'est plutôt à lui que devrait échoir la couronne d'Espagne. Ce qui crée une guerre entre la France et l'Autriche. On appelait ça la guerre de succession d'Espagne. À partir de 1701, la guerre éclate entre la France et l'Autriche. Bon. Alors, l'Angleterre, dans un premier temps, est d'accord avec l'Autriche parce qu'elle ne voudrait pas que la même couronne d'Espagne et d'Angleterre échoue à la France. Mais sur ces entrefaits, Charles de Habsbourg, donc le prétendant à la couronne d'Espagne, devient empereur du Saint-Empire romain germanique en 1711. Donc vraiment, ça fait 10 ans que la guerre a commencé. Hein. Ce qui fait que l'Autriche se retrouve dans le même cas que la France. Elle aurait la même couronne pour le Saint-Empire romain germanique et la couronne d'Espagne contre la France et la couronne d'Espagne. Et là, l'Angleterre dit qu'elle n'est pas d'accord. Et les Anglais, il faut reconnaître que diplomatiquement, ils ont toujours visé l'équilibre des puissances, donc ils sont cohérents avec eux-mêmes. Ils proposent une solution diplomatique. Donc les Anglais vont s'entremettre dans l'espoir de régler le conflit. Les Anglais proposent par 2 traités qui sont, bon, c'est pas important si vous les retenez pas, le traité d'Utrecht en 1713, le traité de Rastatt en 1714, ils proposent que Philippe V d'Espagne, qui est Philippe d'Anjou, hein, qui est en fait le petit-fils de Louis XIV,
conserve sa couronne d'Espagne, mais renonce à celle de France. Pour dire, même s'il est à un moment donné héritier, il y renonce. Comme ça, on évite que la même tête ait deux couronnes. Ça, c'est ce que proposent les Anglais. Et ils proposent à l'Autriche de renoncer également à la couronne d'Espagne, mais en échange de possession en Italie. Et c'est là que l'Italie revient en jeu, puisque nous, notre problème, c'est de suivre ce qui se passe en Italie. Les Anglais proposent aux Autrichiens le duché de Milan, le royaume de Naples et la Toscane qui arrivera plus tard, et puis les Pays-Bas espagnols, mais là, on n'est plus en Italie. Finalement, les Autrichiens acceptent à condition que les Français acceptent. Et c'est ainsi que cette solution diplomatique proposée par l'Angleterre, d'une part, va arrêter la guerre entre l'Autriche et la France, et d'autre part, va installer en Espagne la dynastie des Bourbons, qui sont toujours actuellement sur le trône d'Espagne, parce que Juan Carlos, dont vous vous souvenez, était un prince Bourbon, et l'actuel Philippe VI, je crois, est un prince Bourbon. Ce qui fait que la dynastie française des Bourbons a finalement hérité du trône d'Espagne. Et ça a mis tout le monde d'accord. Ça place évidemment l'Italie sous une large influence autrichienne pour un siècle et demi, puisque c'est ainsi que l'Autriche finalement met la main sur l'Italie. Donc là, on a la réponse à la question du chapitre. Et en obligeant Philippe d'Anjou à renoncer au trône de France, et là je vais revenir à mon petit tableau, si Philippe d'Anjou renonce au trône de France ici, qui va devenir l'héritier de Louis XIV? Ils sont tous morts avant, eux sont morts, il reste Louis XV, qui est l'arrière-petit-fils au troisième degré, puisque c'est le troisième frère de la famille, de Louis XIV, ici. Et donc, grâce à cette entremise diplomatique des Anglais, grâce au traité d'Utrecht et de Rastatt, Louis XV devient roi de France. Alors, en 1715, il a 5 ans, hein, Louis XV, puisqu'il est né en 1710. Louis XIV meurt en 1715, donc il a 5 ans quand il devient roi de France. Là, il y aura évidemment un régent. Et c'est ainsi que Louis XV peut devenir roi de France, arrière-petit-fils de Louis XIV. Donc c'est quand même amusant de voir comment les choses se sont passées dans la logique dynastique et avec, il faut le dire, une intervention de l'Angleterre qui a quand même arrêté la guerre, et c'est plutôt bien de la part des Anglais d'avoir réagi de cette façon. Nous arrivons ici à la fin nous allons revenir à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire 1848. Alors l'Italie du Nord est donc autrichienne depuis le début du XVIIIe siècle, parce que là on est en 1714, donc début XVIIIe. À 2 reprises, Bonaparte va chasser les Autrichiens d'Italie, avec les 2 campagnes d'Italie. Donc là on a Campo Formio, puis là c'est Marengo, hein, voilà. Mais les Autrichiens vont revenir avec le congrès de Vienne, qui rend à l'Autriche l'Italie du Nord. Ce qui fait que l'Autriche ne quitte plus l'Italie et reste présente en Italie du Nord, alors que en 1748, Louis-Napoléon Bonaparte est président de la République. Et nous allons maintenant, pour terminer le chapitre italien, jeter un œil sur cette Italie de 1848 et voir à quoi elle ressemble. Donc, on a déjà vu beaucoup de choses, hein. Il y a tout un ensemble ici que j'ai mis sous des pointillés gris là, qui est directement sous l'autorité de l'Autriche. Ce sont d'abord le royaume de Lombard vénitien, possession autrichienne, les duchés de Parme, de Modène, de Toscane, sous l'influence de l'Autriche, c'est-à-dire ce sont des vice-rois qui acceptent le leadership de l'Autriche. Et le sud de l'Italie également, la Sicile péninsulaire, qui est un royaume à part. Alors on appelait ça le royaume des 2 Siciles, parce que c'est le royaume de Naples. On l'appelle le royaume des 2 Siciles parce que la Sicile s'appelait Sicile insulaire, et l'Italie du Sud s'appelait Sicile péninsulaire. Et à l'époque, on disait royaume des 2 Siciles, dont Naples était la capitale. Voilà. Voilà pourquoi on dit royaume des 2 Siciles. Aujourd'hui, on ne s'en souvient plus. Oui, mais personne ne sait pourquoi elle s'appelle des 2 Siciles. La princesse. Moi, ça m'a fait rire. J'ai dit, mais tiens, il faudrait poser la question aux journalistes, pourquoi s'appelle-t-elle des 2 Siciles? Parce qu'il n'y a qu'une Sicile.
C'est celle qu'on connaît, voilà. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Sicile insulaire et Sicile péninsulaire. Ce qui fait que, à part les États pontificaux, ici, toute l'Italie est sous la coupe autrichienne. Sauf, alors c'est pas un petit village gaulois, mais un petit royaume de l'ouest ici qu'on appelle le royaume de Piémont-Sardaigne, qui va devenir une monarchie constitutionnelle, qui va donc se démarquer de la politique autoritaire et absolutiste de l'Autriche, et on va voir que ces rois successifs vont être le foyer insurrectionnel de l'unité italienne. C'est de là que tout va partir. Bon, c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que ça explique la suite. Les Italiens, pour leur part, certes divisés dans un tas de petits duchés, ont quand même tous été influencés par la charbonnerie, qui est donc cette société secrète qui était à vocation conspiratrice, où ils se réunissaient en secret. La charbonnerie voulait des monarchies constitutionnelles, des libertés politiques et chasser les Autrichiens d'Italie. Il y avait quand même un sentiment national italien, même si l'Italie en tant que nation n'existait pas encore depuis l'Empire romain. Ce mouvement, influencé par la charbonnerie, qui a prôné l'indépendance et l'unité italienne, s'est appelé le Risorgimento, et c'est de ce mouvement dont nous allons parler maintenant. Risorgimento, ça veut dire renaissance en italien, voilà, c'est le retour à l'idée nationale. Se compose de plusieurs courants politiques. On verra qu'il y a des révolutionnaires républicains, donc Mazzini et Giuseppe Garibaldi, c'est mon chouchou, lui. Il y a des libéraux qui prônent une monarchie constitutionnelle, comme Charles Albert de Piémont-Sicile. Et puis, on verra, il y a les néo-guelfes qui, eux, croient que c'est le pape qui va réunifier l'Italie. Donc, plutôt des gens qui sont calés sur la logique catholique. Bien qu'ils sont tous catholiques, vous verrez, c'est étonnant d'ailleurs de faire la comparaison avec la France. La gauche italienne s'adosse au catholicisme, alors que la gauche française s'est finalement définie contre le catholicisme, à peu près aux mêmes périodes. Alors commençons par ce courant révolutionnaire, républicain, qui veut une Italie unifiée et démocratique. Giuseppe Mazzini est le grand intellectuel, le grand penseur de ce courant-là. Il va être associé par les faits à Giuseppe Garibaldi, qui est l'homme d'action. Donc Mazzini pense, Garibaldi agit. C'est comme ça qu'on les a caractérisés tous les deux. Ils se sont très bien entendus. Ils ont une vision carisi religieuse de la nation. Pour eux, la nation italienne existe. Elle existe dans leur tête. Donc c'est intéressant parce que cette nation, il fallait bien que des individus la promeuvent. Elle n'existait pas naturellement. Il a fallu que des hommes disent la nation italienne est une unité, nous allons nous battre pour cette unité. Voilà. C'est le cas de Mazzini et Garibaldi, et ils prônent la souveraineté des peuples. Donc là, on a un côté très rousseauiste dans leur philosophie. On revient à la souveraineté populaire. Eux disent, les Italiens, le peuple italien a vocation à être uni sinon dans une démocratie républicaine, au minimum dans une monarchie constitutionnelle, et réunie par la langue en plus. Et voilà notre combat. Et tous les deux n'excluent pas l'insurrection populaire. On a vu qu'en France, à quel point elle a été combattue par la Seconde République, l'insurrection populaire. C'est l'histoire de la Seconde République, c'est l'histoire de la répression de l'insurrection populaire. Mazzini et Garibaldi se réclament de ce courant. J'ai mis une courte biographie de tous les deux. Il faut simplement savoir qu'en 1934, tous les deux ont organisé, l'un en Savoie et l'autre à Gênes, une insurrection qui a échoué, donc bien avant, 34, c'est 14 ans avant la période où l'on parle, et qui les a obligés à s'enfuir. Ils sont partis donc en exil, chacun de leur côté. Et alors qu'ils sont en exil, nous allons voir que la République va surgir à Rome, et c'est ça qui va les faire revenir. Ils représentent ce fameux courant républicain et révolutionnaire du Risorgimento. Vous lirez les biographies. Garibaldi, lui, part en Amérique du Sud et il va apprendre en 1934. Il va apprendre la guérilla en Amérique du Sud, au Brésil et en Uruguay. Il va revenir formé à ce type de combat, 15 ans plus tard. Les monarchistes libéraux sont plus doux, comme leur nom l'indique, ils sont pour une monarchie constitutionnelle, et ils sont surtout représentés par Charles Albert de Piémont-Sardaigne, qui est donc le souverain du Piémont qu'on a vu tout à l'heure, de ce royaume ouest de l'Italie.
C'est un souverain qui a été marqué par les idées libérales, qui a été marqué par les bouleversements napoléoniens, qui est donc sensible aux idées nouvelles, comme on disait à l'époque, mais il se méfie des mouvements révolutionnaires. Il n'a pas trop envie de voir les gens dans la rue tout casser. Et voilà, et ça va donc faire de lui le pôle, je dirais, monarchiste de l'unité italienne. Il va même être très courageux, on va voir pourquoi, parce que tout à l'heure, on va voir un peu plus tard, qu'il va oser faire la guerre à l'Autriche. Je reviendrai sur cet aspect. En 48, en mars 48, c'est pratiquement en même temps, parce que la République française, c'est février 48. Donc 2 mois plus tard, lui accorde à son royaume, alors que rien ne l'y oblige, une constitution. Et par là, il se démarque formellement de la politique autrichienne qui est anticonstitutionnelle, bien entendu. Ils sont pour le régime absolu de droit divin. Et ça va l'amener à déclarer la guerre à l'Autriche, on va le voir un peu plus tard. Le défaut de ce prince, il a de bonnes intentions, mais c'est un hésitant. Et on a vu avec les guerres napoléoniennes qu'il ne faut jamais hésiter. C'est parce qu'il n'hésitait jamais que Napoléon a eu ce trajet militaire exceptionnel. Lui a hésité et ça va lui être fatal contre l'armée autrichienne. On y reviendra. Troisième courant, les néo-guelfes. Alors c'est un peu rigolo, hein, ça fait un petit peu Seigneur des Anneaux, là. Les néo-guelfes. Alors on avait vu que dans le conflit entre l'empereur du Saint-Empire romain germanique et le pape, il y a très longtemps, il y avait eu une guerre civile au nord de l'Italie entre les Guelfes et les Gibelins. Les Guelfes étaient les partisans du pape et les Gibelins les partisans de l'empereur. Et donc ces néo-guelfes disent, nous, on est pour l'unité italienne, mais c'est le pape, parce que nous avons un pape libéral et démocrate, et c'est ce pape qui va incarner l'unité italienne. Donc tous derrière le pape. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À l'époque, Pie IX passait pour un libéral. On va voir qu'ils vont être cruellement déçus de ce côté-là. Euh, Évidemment, quand le pape va prendre fait et cause contre la guerre d'Autriche, hein, il va être contre la guerre contre l'Autriche, le courant néo-guelfe va s'effondrer. Mais au départ, on a 3 courants qui représentent le Risorgimento. Alors ce pape Pie IX, c'est le grand symbole d'espoir des années 46-48. D'abord, c'est un pape italien. Alors tous les papes sont italiens quand même depuis la Renaissance, hein. Et le premier pape non italien, il me semble que c'était Jean-Paul II, le fameux pape polonais en 1978, qui était donc polonais. Mais là, les papes sont italiens, lui c'est Giovanni Maria Ferretti, et on pense que naturellement, il est pour l'unité italienne. Il affiche en plus des intentions réformatrices, il a un discours populaire, il est populaire, il passe pour un pape proche du peuple, et beaucoup de gens pensent que c'est par le pape que l'unité italienne va se constituer. C'est autour de lui qu'elle va se constituer. Il amnistie les prisonniers politiques, il affiche des volontés de réforme, tout prêt à croire que ce pape va jouer un grand rôle dans l'unité italienne. Les historiens disent que, en fait, il était bienveillant, mais dépassé, que les événements vont, il va pas résister à l'influence des événements. En 48, jusqu'en 48, on voit des drapeaux italiens à Rome qui commencent à fleurir dans la foule, comme on a vu à une époque des drapeaux bleu, blanc, rouge en France. Et ces drapeaux sont vert, blanc, rouge. Donc ça vaut le coup de s'arrêter un peu sur le drapeau italien parce que il a été en fait influencé par le drapeau français. Et ça date de la campagne d'Italie de Napoléon, de Bonaparte. En 96, on a vu des drapeaux italiens vert, blanc, rouge. Donc ça ressemblait à l'époque au drapeau français. Alors pourquoi vert? Parce que le vert symbolisait déjà les uniformes de la garde milanaise qui étaient verts. Ensuite, on a dit que c'était l'espérance, puis le symbole de la nation, le vert en Italie. Voilà pourquoi on a eu le vert. On a ensuite voulu interpréter le blanc et le rouge, alors parce que le bleu, blanc, rouge, le bleu et le rouge, c'est les couleurs de Paris, et le blanc, c'était les couleurs du roi au milieu. Ça ne pouvait pas correspondre à l'Italie. Il a fallu donc inventer d'autres prétextes, d'autres motifs pour les couleurs. Le blanc associé aux Alpes, puis à la foi, et le rouge est la couleur du sang versé, puis de la charité du sacrifice. Et on voit qu'en Italie, il y a un rapprochement étonnant entre la foi catholique et le sentiment révolutionnaire, alors qu'en France, c'était le contraire. C'est étonnant, il faudrait qu'un historien fasse l'exégèse de comment la gauche s'est formée en Italie, et là, on voit qu'il y a une différence fondamentale avec la gauche française.
Nous sommes des anticléricaux. La Troisième République a été essentiellement anticléricale, à telle enseigne que des historiens comme Jacques Julliard disaient que l'anticléricalisme de la Troisième République servait à masquer son absence de programme social. Il suffisait d'être anticlérical pour être un homme de gauche. Mais ça ne réglait pas le problème social. Voilà. Bon. Chez les Italiens, c'est le contraire. On voit qu'il y a un rapprochement entre la foi catholique et l'idée de la Révolution et de la République. Voilà comment se situe le pape en 48. Là-dessus, des événements vont éclater dont je n'ai pas parlé parce que nous n'avons pas fait les révolutions d'Europe de 48. Ça devrait arriver après la Seconde République et avant le Second Empire. Donc ce sera fait plus tard. L'Autriche est menacée d'éclatement. Il y a un mouvement révolutionnaire en Autriche qui perturbe considérablement l'Empire autrichien. Cet Empire autrichien, on se souvient que c'est une mosaïque de petits empires, de petites nations qui ont été agrégées avec des langues différentes. À un moment donné, les nations veulent exister par elles-mêmes et ça fait que l'Empire craque, toutes les coutures commencent à se craqueler. Alors, déjà, on avait un François Ier qui n'était pas un grand souverain, mais Ferdinand Ier, le fils aîné de François Ier, c'est carrément un débile mental. Il a des problèmes cognitifs, il a des crises d'épilepsie, il est totalement incapable de régner et il est sous la coupe totale de Metternich. Metternich qui représente en Autriche la ligne dure du régime absolutiste et de la logique dynastique. Metternich, c'est on ne change rien, tout a été figé en 1814 et hors de question d'y revenir. C'est ça qui ne passe plus. L'empereur n'arbitre pas, le nouvel empereur Ferdinand Ier, et des libéraux se soulèvent à Vienne, des barricades à Vienne. C'était impensable quelques années avant. Sème la révolution dans la ville et on exige la démission, les émeutiers exigent la démission de Metternich. Et ils l'obtiennent. Le 13 mars, là on est en 48, le 13 mars 48, je ne voudrais pas dire de bêtises, on est bien en 48, parce qu'il ne faut pas confondre avec 49. Le 13 mars 48, Metternich, chancelier d'Empire. Chancelier d'Empire, ça veut dire que c'est le premier ministre de l'Empire. Surtout avec un empereur déficient, démissionne et quitte l'Autriche pour s'enfuir en Angleterre. C'est la fin de Metternich. C'était extraordinaire de voir ça le 15 mars 48. Et ça n'aura pas eu de conséquences en France. Puisqu'en France, c'est le parti de l'ordre qui va revenir au pouvoir. Ça n'a pas de conséquences révolutionnaires en France. C'est ça qui est étonnant. En plus des rébellions dans la capitale à Vienne, les Tchèques revendiquent une nouvelle charte, donc plus libérale, pour exister plus en tant que nation. Les Hongrois, qui sont dans l'Empire d'Autriche, veulent un statut spécial, ils espèrent arriver à l'indépendance. Le 18 et le 22 mars, les Milanais chassent, la population milanaise chasse les Autrichiens de leur ville de Milan. Et le 22 mars, Venise se proclame République de Saint-Marc. Saint-Marc, c'est le patron de Venise. Donc la République de Saint-Marc, c'est une façon de se dire nous sommes indépendants, nous n'avons plus rien à voir avec l'Autriche, et voilà, nous sommes une république. Donc tous ces événements cumulés font que, à un moment donné, le souverain du Piémont se dit c'est le moment d'intervenir. Moi, souverain indépendant, autonome, doté d'une armée, je ne veux pas laisser mes camarades qui veulent chasser les Autrichiens d'Italie sans aide, et je vais venir les aider. Et c'est ce qui amène Charles Albert de Sardaigne, le 23 mars, donc il n'attend pas beaucoup, vous voyez, 18 mars, 22 mars, 23 mars, à déclarer la guerre à l'Empire autrichien parce qu'il est convaincu que l'Empire autrichien va s'effondrer. Et c'est extravagant de dire ça parce que qu'est-ce que l'Empire autrichien et qu'est-ce que le royaume de Piémont-Sardaigne en 1814 quand l'Europe napoléonienne s'effondre et que le Congrès de Vienne redessine l'Europe. La nation la plus forte en Europe, c'est l'Empire d'Autriche, et le royaume le plus faible, quelque part, qui va récupérer la Savoie et le comté de Nice parce qu'on est gentil, parce qu'on veut... Metternich est d'accord pour restaurer la monarchie du royaume de Piémont-Sardaigne, c'est le royaume le plus faible. La France étant mise de côté. Eh bien, le plus faible, donc, alors là, on est combien 30 ans plus tard,
34 ans plus tard, le plus faible va déclarer la guerre au plus fort. On dit c'est fou. Mais le contexte étant ce qu'il est, on pouvait penser que oui, l'Autriche allait s'effondrer. C'est l'analyse que fait Charles Albert de Sardaigne. Hélas, il se trompe, parce que l'Autriche s'effondre politiquement, mais l'armée autrichienne, elle, est intacte. Elle est présente. Elle est commandée par un général redoutable qui est le Joseph Radetzky, qui est un vétéran de toutes les campagnes contre Napoléon. Donc lui, c'est un vieux de la vieille, il connaît la chanson, et il est à la tête de l'armée. Dans un premier temps, en face de l'insurrection milanaise, surtout qu'il ne recevait aucun ordre de Vienne, je dirais d'une manière prudente, il se retranche, il quitte la ville, il se retranche dans des villes fortifiées plus à l'est, Vérone et Mantoue, mais c'est pas pour autant qu'il quitte le terrain. Radetzky se retranche et attend les ordres. Il attend surtout les renforts. Et ces renforts vont arriver. Ce qui fait que lorsque Charles Albert de Sardaigne déclare la guerre à l'Autriche, il va vite avoir en face de lui une armée puissante. Alors, au niveau des effectifs, Charles Albert de Sardaigne a 80 000 hommes. C'est pas ridicule, il a une belle armée. Et en face, Radetzky est à l'époque à 70 000 hommes. Donc on pourrait penser que l'équilibre des forces est plutôt en faveur du Piémont-Sardaigne. Parce que, bien entendu, toute l'armée autrichienne n'est pas en Italie. Hein, voilà. Donc l'équilibre des forces étant ce qu'il est, Radetzky se retranche dans les villes fortifiées à l'est de sa position, et il attend des renforts. Et c'est là que Charles Albert, hésitant, perd un temps précieux que Napoléon ou même Bonaparte n'aurait jamais perdu. Il fallait immédiatement attaquer, enchaîner la cavalerie, l'artillerie, et bouter les Autrichiens hors d'Italie. Or, c'est pas ce que fait Charles Albert. Au lieu de poursuivre Radetzky, il assiège des villes secondaires, il laisse du temps à son ennemi, par hésitation, par manque de génie tactique, parce que c'est pas Napoléon. À un moment donné, le chef de guerre, la magie de la victoire, c'est dans la décision du chef de guerre. Il n'y a pas d'autre explication. Il y a ceux qui font les bons choix et les mauvais choix. Voilà. Qui aurait pensé le 18 juin que De Gaulle deviendrait le chef de la France libre en 43-44? Il était tout seul. Voilà. À un moment donné, le chef de guerre, c'est ça. C'est celui qui prend la bonne décision au bon moment et qui n'hésite pas. Charles Albert ne fait pas partie de cela. Il attend. Et c'est finalement Radetzky qui était le vaincu au départ, en apparence, qui prend l'initiative de l'attaque avec 75 000 hommes. Donc c'est encore les Autrichiens qui contre-attaquent, alors qu'ils auraient dû être poursuivis. Et à la bataille de Kustozza, du 23 au 25 juillet 48, les forces du Piémont-Sardaigne sont battues. Le roi Charles Albert ordonne la retraite et revient dans son royaume. Les combats sont suspendus à ce moment-là, c'est-à-dire Radetzky ne le poursuit pas. Quelques hommes restent mobilisés aux frontières, mais les Autrichiens reprennent possession de Milan. Et le Piémont traverse une crise politique, c'est-à-dire que les patriotes piémontais n'acceptent pas cette retraite de l'armée piémontaise. Ils disent qu'il faut continuer, ils incitent le roi à la revanche. Mais il le fera beaucoup, beaucoup trop tard. Ce qui fait que le royaume du Piémont-Sardaigne perd sa première manche contre l'Autriche et Radetzky a repris le contrôle de Milan. Là-dessus, à peu près à la même période, parce que ces événements sont à peu près à quelques mois près contemporains, le pape, dans lequel on avait beaucoup d'espoir, les Italiens avaient beaucoup d'espoir, fait une volte-face et il annonce le 29 avril. Le 29 avril, vous voyez, c'est avant la bataille de Custozza. Hein, donc ça a été la même période, mais c'était un peu avant, mais je ne pouvais pas le placer avant dans le récit. Il annonce qu'il refuse de faire la guerre à l'Autriche, parce que c'est un pays catholique, et donc il refuse d'être le chef de la rébellion italienne pour l'unité italienne. C'est un immense choc national pour les Italiens. On considère que le pape abandonne la cause nationale, et ça va entraîner, alors là, pour le coup, un sentiment anti-religieux fort de la part des Italiens qui n'acceptent pas cette trahison du pape. C'est trop facile de se ranger dans le camp du plus fort. Le 15 novembre, avril-novembre, vous voyez, donc là on passe sur la défaite du Piémont, c'est fait, et en novembre, donc à l'automne, le chef du gouvernement pontifical est assassiné au couteau dans les rues de Rome. Et Rome bascule dans l'émeute le 24 novembre.
Le pape s'enfuit à Gaète et on revient aux événements qu'on avait vus au tout début, avant le chapitre italien. Le pape s'enfuit à Gaète parce que les Italiens n'acceptent pas sa volte-face en faveur de l'Autriche. Ce qui fait que la révolution, qui au départ était turinoise, puisqu'elle était incarnée par le monarque de Piémont-Sardaigne, devient romaine, puisque maintenant ce sont les Romains qui ont chassé le pape et qui vont devenir le fer de lance de la rébellion italienne contre l'Autriche. Les événements révolutionnaires passent donc du royaume de Piémont-Sardaigne, qui entre-temps est devenu un royaume constitutionnel, une monarchie constitutionnelle, à la République romaine, parce que la République va être déclarée à Rome en plein état pontificaux, ce qui est un événement politique inimaginable à l'époque. Le 9 février 49, donc là, vous voyez, on est à l'automne. Le pape s'enfuit le 24 novembre 48, le pape s'enfuit à Gaète. On passe à l'année suivante et en 49, la République romaine est proclamée par les patriotes romains et Rome devient le cœur de la révolution italienne. Ce qui va provoquer le retour de nos Garibaldi et Mazzini, parce que, contre toute attente, eux qui n'attendaient que ça depuis 1834, quand ils apprennent qu'en plein état pontifical, la République a été proclamée, ce que eux ils veulent depuis 15 ans, ils reviennent. Et donc Garibaldi revient d'Amérique du Sud. Il revient à Rome pour se mettre, alors il ne revient pas en conquérant, pour se mettre à la disposition des pouvoirs civils. Il a une expérience militaire forte. Il revient en homme d'action. Il crée une légion garibaldienne et il vient se porter à la défense des frontières. Et là, je vais vous montrer peut-être quelque chose de sentimental. Anita Garibaldi, je ne peux pas ne pas en parler. Elle n'est pas dans le document, mais voilà, on va la voir. Garibaldi a rencontré une dame dont il est tombé éperdument amoureux en Amérique du Sud, c'est Anita, qui va devenir sa femme. Et là, on la voit, alors c'est à Rome, cette statue. Sur un cheval de bataille, là, sur une sculpture en bronze, on voit Anita, l'arme au poing, qui fonce, parce qu'elle a participé, non seulement elle a participé aux guerres, à la guérilla au Brésil, c'est une brésilienne, mais elle a initié Garibaldi à la guérilla. C'est extraordinaire. Et donc, il tombe amoureux de cette passionnariat guerrière en plus, qui n'a pas du tout... c'est rare qu'on représente une femme comme ça, à l'époque, surtout à l'époque. Voilà. Il vient avec elle, il revient avec elle à Rome. Malheureusement, comme ça va mal se terminer, Anita va mourir en 49, en couche d'ailleurs, dans les marais de Ravenne, là-bas. Bon, j'en parlerai pas dans le dossier, mais l'aventure sentimentale de Garibaldi va mal se terminer, ça va fortement marquer Giuseppe Garibaldi. Bon, enfin, donc, il revient à Rome avec sa femme et il crée la Légion garibaldienne. Et quand Mazzini apprend cela, eh bien, très vite, une semaine plus tard, Giuseppe Mazzini revient d'exil, il est triomphalement accueilli à Rome, il est tout de suite mis à la tête d'un triumvirat pour diriger la République romaine, il lui donne une orientation républicaine, et voilà les grands actes de sa République. On va retrouver des thèmes qui nous sont connus. Le pouvoir temporel du pape est aboli, donc les États pontificaux sont dissous et deviennent une république. Séparation des pouvoirs religieux et politiques. Là, on est dans l'orthodoxie de ce qui s'est passé en France. Bien que Mazzini est un croyant, attention. Mais ils sont néanmoins pour la séparation des pouvoirs. Chez Mazzini, c'est la foi religieuse qui nourrit la morale républicaine. C'est étonnant, hein? Mais lui, il s'inspire de sa foi pour donner de la morale à la République. Oui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc Rome redevient une république, mais après 2000 ans, puisqu'elle était république avant Auguste, 27 avant Jésus-Christ, et c'est Auguste, le premier empereur romain, qui a créé l'Empire romain. Donc on est à presque 2000 ans. Plus tard, elle redevient une république. Mazzini met en place le suffrage universel masculin, pour le préciser. Restauration des libertés fondamentales, la souveraineté du peuple est affirmée, donc on est dans quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en France en 48. Et il y a même l'esquisse d'une république sociale, avec une éducation populaire, une assistance aux plus pauvres, des réformes administratives. Je dirais même que la République italienne est en avance par rapport à la République française de 48. Parce que nous, le social, on n'a pas abordé. On est resté aux libertés individuelles. Voilà. Et au-delà de Rome, Mazzini
restaure son mouvement de Jeune Europe parce qu'il veut que l'Europe entière donc devienne républicaine, etc. Et il réactive son projet de Jeune Europe. Garibaldi, de son côté, construit une armée de volontaires. Il recrute, il forme, il impose une autorité, une armée de volontaires qui, galvanisée par le charme du chef Garibaldi, ressemble beaucoup aux soldats de l'an 2 de la France en 1793. Fait rare dans l'histoire, Garibaldi et Mazzini s'entendent très bien. Ils ne sont pas rivaux, ils ne sont pas concurrents, ils ne tombent pas dans la rivalité personnelle. Ils sont parfaitement complémentaires et ça se passe très bien entre eux. On dira, je le répète, donc Mazzini pense la République, Garibaldi la défend. Et c'est l'urgence du combat qui les unit puissamment. Et arrive cette fameuse expédition française à Rome. On sait que Louis-Napoléon Bonaparte a été interpellé par les catholiques français, scandalisés que le pape ait été chassé de Rome et qui exige que la France, fille aînée de l'Église, vienne au secours de la papauté. Alors qu'en même temps, la France est une république qui est susceptible d'attaquer une autre république. Elle se retrouve donc en face de deux problèmes, d'un vrai dilemme. D'un côté, le problème religieux, doit-elle aider le pape? Et de l'autre côté, le problème politique, doit-elle attaquer une république sœur? De ce conflit-là, Louis-Napoléon Bonaparte est extrêmement embarrassé parce qu'il hésite, il est entre plusieurs options. D'abord, il recherche une légitimité personnelle. Il veut être reconnu. Il veut être reconnu comme protecteur des peuples parce qu'il va avoir recours au plébiscite, donc il faut que le peuple soit de son côté. Il a de la sympathie pour la cause italienne, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, 10 ans plus tard, il va aider Garibaldi. Mais là, la phase n'est pas encore prête. Hélas, sa majorité politique, elle, est conservatrice et catholique. Il sait ce qu'il doit. Il doit son élection aux conservateurs catholiques français. Donc, il va faire attention avant de les contrarier. Et il ne veut pas que l'Autriche prenne l'initiative en Italie. Il veut supplanter l'Autriche. Et tout ça va l'amener à prendre une décision en demi-teinte, qu'on va voir maintenant. Louis-Napoléon Bonaparte prend le parti d'intervenir, mais d'une manière ambiguë. Il va dissimuler l'objet militaire de son expédition et parler d'une mission de protection et de médiation. Donc il y va avec 6000 hommes, mais la dimension militaire et, je dirais, conquérante n'est pas mise en avant. C'est le fruit d'une illusion politique française parce que Napoléon croit qu'on va négocier avec le pape, Louis-Napoléon Bonaparte, croit qu'on va négocier avec le pape et qu'on va trouver un arrangement. D'abord, arrangement avec Mazzini et Garibaldi. Et cet arrangement est impossible. Il refuse tout compromis. Aucun compromis n'est envisageable. L'armée française n'a rien à faire à Rome. Il est hors de question de rétablir le pape. Rentrez chez vous, les Français. Ça, c'est la fin de non-recevoir que Oudinot, le chef de l'expédition, reçoit lorsqu'il va essayer de parlementer avec les chefs de la République romaine. Premier échec. C'est ainsi que le 30 avril, c'est la rupture et Oudinot va ordonner l'assaut. Deuxième échec, les Romains se défendent très bien et ils sont repoussés par les troupes de Garibaldi. Ce qui veut dire que Oudinot, avec 6000 hommes, ne peut pas remplir ses objectifs militaires. Il va demander des renforts supplémentaires et la France va envoyer 20 000 hommes supplémentaires avec de l'artillerie pour finalement gagner le combat contre Rome. Rome est encerclée puis bombardée. Des combats violents se déroulent du 3 au 21 juin, ça dure 3 semaines. La population romaine participe à la résistance, donc on se bat contre le peuple. C'est quand même extrêmement cruel. Finalement, le 30 juin, les chefs romains, Garibaldi et Mazzini, qui ne veulent pas que le peuple aille se faire massacrer contre les soldats français, décident l'arrêt des combats. Eux-mêmes se sauvent, évidemment pour éviter la prison. On pense que dans les nuits qui ont suivi l'arrêt des combats, de nombreux soldats italiens sont partis et que les soldats français les ont laissés fuir parce que les soldats français n'ont aucune envie de persécuter les Italiens. C'est une guerre contre nature qui se déroule là. De nombreux combattants italiens ont échappé à la faveur de la nuit donc aux troupes françaises. Le 3 juillet, les Français entrent dans Rome.
devant une population passive qui les regarde passer. Oudinot essaye de gouverner la ville pour éviter le chaos, éviter les pillages, rassurer la population, mais c'est une mission bien difficile. Et là, la France est en difficulté parce que on a contenté la majorité conservatrice, mais la situation politiquement ne satisfait pas du tout Louis-Napoléon Bonaparte. Alors c'est un épilogue provisoire de la situation italienne. La solution espérée par la France est le retour du pape avec un esprit de compromis, mais le pape déjà, les républicains romains ne veulent rien entendre. Le pape, lui, ne veut pas faire de concessions. Hein. Il est hors de question qu'il fasse des concessions. Il veut revenir en chef à Rome et il veut des mesures répressives contre la population. Et comme le pape refuse de négocier, il va rester à Gaète, au royaume des deux Siciles, jusqu'en avril 1950. Donc, ça va durer un an, cette situation. En attendant, Rome est gouvernée par un gouvernement provisoire sous contrôle de la France. Bonaparte est déçu. Ses objectifs ne sont pas atteints. Il voulait un régime modéré d'inspiration libérale. Les troupes françaises jouent plusieurs rôles difficiles. Protéger la population, assurer la protection du pape, contenir les tensions, gagner du temps. Bon, c'est pas simple pour l'armée de réaliser ses objectifs. Louis-Napoléon Bonaparte est dans une situation qui ne lui plaît pas. Les républicains considèrent qu'il a trahi l'esprit de 48. Les conservateurs, sont contents, catholiques, mais ils désapprouvent le régime qu'il a voulu défendre. Et vis-à-vis des Italiens, il paraît comme une force d'occupation. Donc ça ne plaît pas du tout à Louis-Napoléon Bonaparte. Et on verra qu'il mettra 10 ans, que ce sera Napoléon III, l'empereur, qui sortira de cette contradiction la France, quand dans 1860 et 61, il va cette fois-ci être du côté de Garibaldi pour conquérir l'unité italienne. Mais pendant 10 ans, cette situation va rester ce qu'elle est, et donc ça mécontente fortement le Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'a pas réussi son coup politique. Entre-temps, une deuxième défaite du royaume de Piémont-Sardaigne parce que Charles Albert repart à l'assaut, mais trop tard. Il subit une deuxième défaite importante à Novare, donc le 23 mars 49. Cette fois-ci, il va abdiquer en faveur de son fils Victor Emmanuel II, et c'est avec Victor Emmanuel II et Garibaldi que 10 ans plus tard, Napoléon III, avec l'aide de Napoléon III, les patriotes italiens vont obtenir la libération et l'unité italienne. Là, nous faisons un arrêt sur un épilogue provisoire, car il va falloir maintenant revenir aux événements français, et nous reviendrons en Italie, mais quand l'époque sera arrivée, c'est-à-dire en 1860. Là, on fait la pause maintenant. Voilà.